Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver de manière virtuelle, donc à distance, dans ce contexte exceptionnellement, ou particulièrement exceptionnel. J'espère que vous portez bien, vous, votre famille, votre entourage. Et j'espère que ce confinement se passera dans les meilleures conditions pour vous et pour votre famille, notamment à travers une bonne protection. Ceci étant, avant de commencer cette conférence, je rappelle qu'il est adressé aux étudiants de la première année, semestre 2, théorie générale des obligations. Donc, je vais faire un petit rappel rapide de ce qu'on avait vu ensemble en présentiel. Et on avait bien entendu commencé par définir ou clarifier le concept d'obligation. On avait dit que le terme obligation a plusieurs sens, mais le sens ou le concept qui intéresse notre matière, c'est lorsqu'on dit que l'obligation est un lien juridique par lequel un créancier peut exiger d'un débiteur soit une prestation, soit une abstention. Et par la suite, on avait dit que le nombre des obligations dans le monde juridique aujourd'hui reste illimité. On ne peut pas recenser les obligations. On ne peut pas les étudier une par une. Il faut beaucoup de temps. La seule chose qu'on puisse faire, c'est procéder à leur classification par groupe. Et aujourd'hui, la doctrine civiliste s'accorde à classer les obligations en plusieurs groupes. Alors déjà, à travers les cours qu'on a fait ensemble en présentiel, on avait commencé par une première section. On a classé les obligations d'après leur nature et on a distingué les obligations naturelles et les obligations civiles avec l'intérêt de leur distinction. Par la suite, dans la section 2, on a classé les obligations d'après leur objet. Et on avait distingué entre les obligations de donner, les obligations de faire et les obligations de ne pas faire. En troisième section, on a distingué les obligations d'après leur force ou leur intensité et on a distingué ces obligations en obligations de résultat, obligations de moyens et obligations du croire, avec bien entendu l'intérêt de la distinction entre les trois. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle classification, la section 4, qui est très importante sur le plan juridique et qui concerne ou qui est relative à la classification des obligations d'après leur source. Avant de commencer cette section nouvelle pour vous, je dois vous dire que cette conférence correspond à la date du lundi 16 mars, la première séance de la première semaine de confinement, quand on a arrêté les études. Donc, je répète la date, la séance du 16 mars. Donc, je disais, classification des obligations d'après leur source. Alors d'abord, on doit clarifier qu'est-ce qu'on entend par le terme source. Alors, juridiquement, on peut dire que le mot ou le terme source d'une obligation désigne le fait qui lui donne naissance. Je dis bien le fait qui lui donne naissance. Or,
comme le fait générateur d'une obligation est variable, l'idée de classer les sources des obligations a toujours tenté les juristes. Seulement, ces juristes, comme à l'accoutumée, sont loin d'être d'accord sur une classification. Et là, je vais revenir un petit peu sur l'évolution, tracer les grandes lignes de l'évolution de cette classification. Je peux dire que chez les Romains, les Romains classaient les obligations en 4 groupes. Premier groupe, les obligations contractuelles. Deuxième groupe, les obligations quasi-contractuelles. Donc, troisième groupe, toujours chez les Romains, les obligations délictuelles et quasi-délictuelles. Et en cinquième lieu, on peut dire en quatrième lieu, les obligations diverses. Les rédacteurs du Code civil français ont repris cette classification des Romains à travers les œuvres d'un grand juriste français qui s'appelle Poitiers. Mais les rédacteurs du Code civil français ont appelé le quatrième groupe les obligations légales, c'est-à-dire des obligations légales comme l'obligation alimentaire, l'iltizam bin nafaqa, ou l'obligation de voisinage, l'iltizam al-jiwar, etc. Alors cette classification des rédacteurs du Code civil français a été fortement critiquée. On lui a reproché notamment d'être insuffisante, puisque aucune place ni laissée à la déclaration unilatérale de volonté. Les rédacteurs du Code civil français n'ont pas consacré une place à la déclaration unilatérale de volonté, Irada al-Mufawwida, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure parce que notre code des obligations et contrats marocains lui a consacré une place importante. C'est pourquoi les rédacteurs de notre code des obligations et contrats qui était rédigé en 1913, qui est applicable jusqu'à nos jours et qui n'a connu que certaines modifications, je dirais, superficielles, les rédacteurs de ce code marocain, le DOC, tout en reprenant la classification du Code civil français, on peut dire qu'ils ont cependant innové sur 2 points. Le premier point, d'une part, ils ont introduit à côté des obligations conventionnelles, les obligations qui dérivent de la déclaration unilatérale de volonté. Et ça, sûrement, sous l'influence du droit allemand et du droit musulman. D'autre part, ils n'ont pas mentionné les obligations légales contenues dans le quatrième groupe adopté par les rédacteurs du Code civil français. Ceci s'explique par le fait que les obligations de ce groupe, comme je dis tout à l'heure, je donnais l'exemple, obligation alimentaire, obligation de voisinage, etc., n'intéressent pas le DOC, mais relèvent, c'est tout à fait normal, d'autres disciplines comme le droit de la famille ou le droit des biens. Bien que ce que je viens de dire, constitue un progrès par rapport aux classifications précédentes, la classification retenue par
notre DOC, notre Dahir des obligations et contrats, n'est pas aussi à l'abri de la critique. En effet, la doctrine propose une, je dirais que la doctrine moderne propose une autre classification qu'elle estime plus logique et plus rationnelle, mais avant d'envisager la classification proposée par cette doctrine moderne, il importe d'abord d'examiner la classification telle qu'elle est prévue par le DOC. Donc cette section, je vais la diviser en deux paragraphes. Le premier paragraphe traitera de la classification des sources des obligations dans le DOC, et le deuxième paragraphe sera consacré à la nouvelle classification proposée par la doctrine. Donc, paragraphe premier, la classification proposée par... paragraphe premier, la classification des sources des obligations dans le DOC. Alors, je suis obligé de commencer par l'article 1er du DOC. Au terme de l'article 1er du DOC, les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Je préfère répéter. Article 1er du DOC, les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Donc, dans le DOC, comme je viens de le lire, il y a donc 4 sources d'obligations. Et là, comme il ressort de cet article, il nous dit les obligations dérivent des conventions, 1, des autres déclarations de volonté, 2, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Dans le DOC, donc, il y a 4 sources d'obligations. Première source, vous pouvez, donc un petit 1, la convention, ou al-ittifaq. Dans la doctrine française, surtout depuis la doctrine d'un grand juriste français, le deuxième Poitiers, Domat, le juriste français Domat, a dit que le mot contrat et convention n'ont pas le même sens. Ittifaq ou l'aqd n'ont pas le même sens. En effet, alors que la convention, ittifaq, désigne un accord de volonté destiné à produire des effets de droit, qu'il s'agisse de création d'un droit, de transfert d'un droit, de la modification d'un droit, ou même de l'extinction d'un droit. Alors que le mot contrat, l'aqd, désigne l'accord de volonté créateur d'obligations ou translatif de propriété. En d'autres termes, la convention a un domaine, je dirais, plus large que celui du contrat. On peut dire, sur le plan scientifique, que la convention constitue le genre, le contrat, l'espèce. Ou, dans le domaine mathématique, la convention, c'est l'ensemble, le contrat, un sous-ensemble. Dans la pratique, les deux termes sont souvent employés comme synonymes. Ceci s'explique peut-être par l'attitude des rédacteurs de notre Dahir des obligations contrat,
En effet, ces derniers semblent avoir rejeté implicitement la distinction entre les termes convention et contrat. Le code des obligations et contrats marocains utilise tantôt le mot convention, et là, vous pouvez vous référer à l'article 19, il utilise le mot convention, on peut le lire rapidement. L'article 19 nous dit « La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation. » Donc on voit bien que l'article 19 utilise le terme convention. Tantôt, le mot contrat est utilisé dans d'autres articles. Et là, la liste, je peux vous donner comme exemple l'article 24, 25, 31, 37 du DOC. Les 4 articles utilisent le mot contrat et non pas le mot convention. Pire que ça, certains articles du DOC utilisent les 2 termes dans un même article. Et là, je peux me référer pour vous montrer ça à l'article 20 et 24. L'article 20, il est là, l'article 20 dispose que le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur. L'accord intervenu dans ces conditions sur une ou plusieurs clauses ne constitue pas un engagement alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit. Donc là, l'article démarre, on commence par parler du contrat, il finit à la dernière phrase par les prémices de la convention. J'ai dit aussi l'article 24. Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qui l'accepte. Donc, pardon, c'est pas l'article 24 alors, c'est l'article 34, pardonnez-moi. L'article 34 nous dit, néanmoins, on peut suppuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsqu'il est la cause d'une convention à titre onéreux. Donc vous voyez, l'article 34, lui aussi, comme l'article 20, commence par parler du contrat et il aborde la convention pour la même idée. Donc, on peut dire que, puisque la convention ou son espèce, le contrat, constitue un résultat du concours de 2 ou plusieurs volontés. Son rôle, en tant que source d'obligation, ne soulève pas d'objection particulière sous réserve des limites imposées par l'État dans l'intérêt de la collectivité ou en vue de la protection de certaines catégories de contractants ou des intérêts jugés vitaux pour la collectivité. Et je dois vous dire que le contrat, en tant qu'accord de volonté en vue de produire des effets de droit, constitue la source fondamentale des obligations. Je peux vous dire aussi qu'un contrat constitue aujourd'hui le seul outil juridique qui permet l'échange des biens et des services. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre outil. Vous savez, si on arrête les contrats dans un État, à mon avis, on aura le chaos économique. Tout se fait par les contrats. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le seul outil, le seul outil juridique qui permet l'échange des biens et des services entre les individus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on assiste au Maroc, partout dans le monde, à une richesse
du phénomène contractuel. Les parties peuvent même inventer, mettre en place des nouveaux contrats. Dans ce qu'on appelle, qu'on va voir par la suite, dans la classification des contrats innommés. Vous pouvez créer même un contrat, l'essentiel, et comme je viens de le dire, la seule chose à laquelle on doit faire attention, c'est ce que l'État nous dicte comme règles, à savoir les règles de l'ordre public, sur tous les plans, et c'est la chose la plus importante à prendre en considération. Si l'ordre public n'est pas touché, on est libre d'imaginer même de nouvelles formes contractuelles. Voilà ce qu'on peut dire sur la première source du DOC des obligations, à savoir le contrat ou les obligations contractuelles. Deuxième source, l'engagement par volonté unilatérale, tel que prévu par l'article 1er du DOC. Et là, je préfère commencer par une question. Est-il nécessaire qu'il y ait accord de deux ou plusieurs volontés pour la création d'une obligation? Autrement dit, une seule volonté suffit-elle pour créer une obligation? Avant de répondre à cette interrogation, il importe de bien cerner les données du problème et d'en révéler les intérêts. En effet, la question qui se pose est celle de savoir si une personne peut s'obliger, c'est-à-dire créer une dette à sa charge par sa seule volonté. Par sa seule volonté. C'est-à-dire qu'il sera débiteur, mais il n'y a pas de créancier. Pour le moment, ne serait-ce que pour le moment. Par sa seule volonté. Le débat, ou je peux dire, ne concerne où une personne peut-elle créer une dette à sa charge, cela, sûrement, le débat ici ne concerne d'abord nullement la question de savoir si une déclaration de volonté est susceptible de faire acquérir à son auteur un droit, car ceci est impossible. Mais l'intérêt de cette question est loin d'être purement théorique, car sans doute l'admission de la force obligatoire de l'engagement unilatéral de volonté n'a-t-elle pas pour conséquence de faire du bénéficiaire de la déclaration un créancier malgré lui? Un créancier malgré lui. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais cette admission a deux conséquences importantes. La première, je dirais d'abord au niveau de l'irrévocabilité. L'irrévocabilité, c'est-à-dire que l'engagement lie son auteur, même avant d'avoir été accepté par le destinataire. Ensuite, au niveau de la rétroactivité, c'est-à-dire que l'acceptation donnée par le bénéficiaire de l'engagement fait en principe remonter la naissance de la créance au jour de la manifestation de la volonté. Et je suis sûr et certain que vous allez comprendre mieux à travers les exemples que je vais donner. Donc, l'importance de ces intérêts n'est pas étrangère à l'évolution de cette question qu'il convient de rappeler en quelques mots. Et là, je me réfère au droit romain, parce que le peuple romain est un peuple qui a contribué à la mise en place
d'un arsenal juridique en matière civile d'une importance considérable, dont pratiquement la majorité des pays s'est inspirée. Le peuple romain ou le droit romain connaissait la promesse à une divinité. La promesse à une divinité ou la promesse à une cité, cité romaine. Cité romaine. Alors, deux applications très particulières de la création de l'obligation par une volonté unilatérale chez les Romains, que je viens de citer, la promesse de divinité et la promesse à une cité. Ce droit romain ne contenait pas un principe général selon lequel la volonté unilatérale peut être source d'obligation. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement en raison du caractère formaliste de ce droit et de l'absence de construction théorique et de principes généraux. Cette attitude du droit romain a été également celle des anciens auteurs français. Alors je vais me référer encore à un auteur que je citais tout à l'heure, le grand juriste français Poitiers. Pour Poitiers, par exemple, la publicitation au terme du pur droit naturel ne produit aucune obligation proprement dite. La publicitation, c'est-à-dire l'offre, ijab, au terme du pur droit naturel, ne produit aucune obligation proprement dite. Dans ces conditions, on comprend que les rédacteurs du Code civil français, sur lesquels peut-être l'influence de Poitiers a été considérable, n'est pas vue dans l'acte de volonté unilatérale une source d'obligation. Que la jurisprudence postérieure à la promulgation du Code civil français n'a pas cherché à dégager une notion de l'acte unilatéral de volonté. Et que la doctrine française en France demeure toujours divisée sur la théorie de la volonté unilatérale. Le Code civil allemand et suisse aussi, tout en admettant l'engagement unilatéral, ne l'ont fait que à titre exceptionnel et pour certains cas déterminés. Quant au droit musulman, il laisse un large domaine à la volonté unilatérale pour la création des obligations. Certes, ce droit casuistique et on peut dire aussi empirique n'a pas formulé un principe général selon lequel la volonté unilatérale peut être productrice d'obligations. Mais ce principe est implicite à travers les nombreuses institutions qui peuvent être rattachées à la volonté unilatérale, particulièrement les actes juridiques à effet unilatéral comme la donation, l'hiba, la promesse de contracter, l'ouad bi ta'aqud, la promesse d'accomplir un acte de dévouement à l'égard de Dieu, etc. Et c'est cette attitude du droit musulman et les solutions des codes allemands et suisses qui va être à l'origine, ou que des positions vont être à l'origine de la position adoptée par les rédacteurs du DOC. C'est en effet ces derniers ont constaté, ont consacré la volonté unilatérale comme source d'obligation. La preuve, c'est que l'article 1er que j'ai lu tout à l'heure de notre DOC est sans équivoque à cet égard, puisqu'il
dispose que les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté. Et pour expliciter, clarifier la situation du DOC marocain, je vais vous présenter les cas ou les illustrations données par ce code. En effet, le DOC donne deux intéressantes applications à l'engagement par volonté unilatérale. Il s'agit, de l'offre de contracter, l'ijab, soit on dit offre de contracter, soit on dit, dans la terminologie juridique, la pollicitation, avec 2 L. L'offre de contracter, première application, et l'offre de récompense comme deuxième application. L'offre de récompense, al-wa'd bi ja'iza. Et je vais donner quelques exemples, c'est-à-dire des exemples à travers ces illustrations. Je commence par l'offre de récompense. Imaginez un père de famille entouré de ses enfants, et ces enfants qui font des études, chacun à un niveau particulier, et le père annonce à ses enfants que celui qui aura la meilleure moyenne cette année aura droit à un cadeau précis, un vélo, là une moto. À partir de la déclaration du père, il est devenu débiteur. Dans l'obligation, il y a un débiteur et un créancier. Mais est-ce qu'on connaît le créancier? Non. Il a 5 enfants ou 4 enfants. On ne sait pas celui qui va majorer ou qui va avoir la meilleure moyenne. Donc, mais le père est devenu engagé. Il est devenu débiteur. Et surtout, un père n'a pas, pour plusieurs raisons, n'a pas le droit de revenir ce qu'il a dit ou de révoquer ou de rétracter sa déclaration. Donc, un exemple de la première application tel qu'il est réglementé par le DOC. Le DOC a consacré quelques dispositions à l'offre de récompense. On peut multiplier les exemples chaque fois que quelqu'un, des fois même certains gouvernements dans certains États, lorsqu'ils sont à la recherche d'une personne, le gouvernement de l'État offre une récompense, une somme d'argent pour la personne qui trouve cette personne. Mais dès que le gouvernement annonce, là il devient débiteur de la somme. Mais on ne sait pas la personne qui va trouver la personne recherchée. Deuxième application du DOC, c'est l'offre de contracter, l'ijab. Vous savez, nous aurons un chapitre par la suite sur la réalisation du consentement, et un consentement pour qu'il se réalise, il faut 2 éléments, ou plutôt 3 éléments. Il faut une sollicitation, une offre de récompenser, une acceptation et la rencontre de l'offre et d'acceptation. L'ijab ou le qaboul ou tisal qaboul bil-ijab. Et la sollicitation, si on veut la définir, c'est une invitation des personnes à entrer en pourparlers. Vous pouvez faire une sollicitation sur un journal, sur le net, une maison à vendre, une voiture à vendre. C'est ça ce qu'on appelle l'offre de contracter. Alors l'offre de contracter, sur le plan juridique, il doit être accompagné d'un délai. L'article 24 du DOC. Si le délai n'est pas précisé dans l'offre, le DOC impose de respecter un délai raisonnable. Alors, durant toute la période de l'offre, qui peut durer 10 jours, une semaine, 15 jours, le sollicitant a un statut et le débiteur de la chose ou la prestation qu'il a promis, ou l'objet de l'offre. Mais on ne connaît pas la personne qui va se présenter. On ne la connaît pas. Il y a une seule volonté unilatérale qui est engagée. Voilà un exemple qui clarifie la deuxième application de l'engagement unilatéral tel que prévu par le DOC.
Et là, j'arrive à la troisième source d'obligation, le quasi-contrat. شبه العقد كمصدر المصادر الالتزامات. Le quasi-contrat. Alors, je dois vous dire que la notion de quasi-contrat remonte au droit romain. Elle a été introduite, ou je dirais, elle est passée dans notre DOC à travers le Code civil français. Cette catégorie est assez, je dirais, hétérogène, puisqu'on y range dedans trois institutions, à savoir la gestion d'affaires, al-fadala, le paiement de l'indu, dafa, le ghayr mustahaq, et l'enrichissement sans cause, al-ithra' bila sabab, qu'on va voir tout à l'heure source par source. Ces institutions sont d'une importance considérable, étant donné que le DOC a consacré des articles qui réglementent les trois. Alors je vais commencer par la première application du quasi-contrat, qui est la gestion d'affaires. Al-Fadalah. Alors tout d'abord, moi j'ai toujours dit à mes étudiants que le concept du quasi-contrat, pour moi, c'est un peu la fiction légale. La fiction légale, khayal qanouni. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des situations dans lesquelles on suppose que les parties sont d'accord sur une chose. Je vais donner des exemples tout à l'heure, mais ces parties ne se sont jamais vues, ne se sont jamais parlé, ne se sont jamais rencontrés. Et la loi présuppose qu'ils se sont vus, qu'ils se sont parlé et qu'ils ont eu un accord entre eux. C'est pourquoi je dis c'est un peu la fiction légale. S'agissant du premier quasi-contrat, la gestion d'affaires. Je peux vous donner la définition. Je préfère commencer par un exemple avant la définition, parce que pour vous mettre un petit peu, parce que je sais que vous êtes des étudiants en première année, il vaut mieux que les choses soient simples pour vous. Imaginez que vous habitez dans un immeuble et vous avez un voisin de palier, l'appartement qui est en face de vous, et c'est un voisin à côté duquel vous habitez, ça fait des années, et c'est un voisin à qui vous n'avez jamais parlé. Il y a des voisins de ce genre. Ni bonjour ni bonsoir. Hier, vous avez appris par le gardien du quartier, ou le gardien du parking, que votre voisin est parti en voyage pour 1 mois aux États-Unis. Et ce matin, en sortant de chez vous, vous avez constaté une énorme fuite d'eau sur le mur du voisin qui est parti en voyage. Sur le plan juridique et d'après le DOC, vous devez obligatoirement procéder à toutes les réparations nécessaires pour réparer la fuite d'eau. Chercher un plombier, lui acheter ce qu'il faut et réparer tout. Et à l'opposé, la loi oblige le voisin que vous n'avez jamais vu. Vous êtes en train de faire des choses à son insu, bidouni ilmi. La loi oblige le voisin à vous dédommager, à vous indemniser ou à vous payer le dernier centime que vous avez dépensé pour lui. Comme regardez le quasi-contrat, comme s'il y avait un contrat entre vous deux. Alors j'ai dit que vous n'êtes jamais vus et que vous n'avez jamais parlé. À travers cet exemple, je vais vous donner maintenant la définition du quasi-contrat. De la gestion d'affaires, qui est la première application du quasi-contrat. À travers cet exemple, on peut dire que dans la gestion d'affaires, une personne, qui est vous, dans l'exemple,
que le DOC appelle le gérant d'affaires, Al-Fuduli, le gérant d'affaires accomplit intentionnellement, délibérément, un acte dans l'intérêt et pour le compte d'un tiers, que le DOC appelle le maître de l'affaire, sans avoir reçu mandat de celui-ci. Voilà cette petite définition qui ressemble beaucoup à celle prévue par les DOC avec les obligations que je viens de citer. Je peux vous donner un exemple, quelqu'un qui est absent, il y a une récolte qui lui appartient, c'est une récolte périssable. Vous devez la vendre et garder l'argent, vous allez dépenser pour ramasser cette récolte, etc. Donc on peut donner aussi un deuxième exemple, la vente d'une récolte périssable pour le compte de quelqu'un qui ne peut pas la faire lui-même. Il ne vous a pas demandé ça. Vous ne l'avez jamais vu. C'est comme le cas de tout à l'heure de la réparation du fuite d'eau d'un voisin qui n'est pas là, que vous n'avez jamais rencontré ou l'a vu, ou c'est-à-dire avoir eu de relation avec lui. Voilà, alors on peut dire cette intervention dans les affaires d'autrui entraîne des obligations réciproques à la charge du gérant et du maître de l'affaire. On doit se poser la question suivante. Comment expliquer le lien juridique ainsi créé en dehors de la volonté du maître de l'ouvrage, qui n'est pas là, que vous n'avez jamais vu. Pour la doctrine classique, l'intervention étant faite dans l'intérêt du maître d'ouvrage, celui-ci aurait très probablement donné son accord à l'opération s'il avait été en mesure de manifester sa volonté. C'est donc par le biais d'un contrat fictif, un contrat fictif de mandat. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la fiction légale. Un contrat fictif de mandat que la doctrine classique expliquait la gestion d'affaires. La gestion d'affaires serait très proche du contrat de mandat, sans être tout à fait un contrat de mandat. L'expression quasi-contrat est très évocatrice à cet égard. C'est du reste toujours par le recours à une fiction du contrat que cette doctrine expliquait et rangeait dans la catégorie des quasi-contrats le paiement de l'indu, qui est la deuxième application du quasi-contrat prévu par le DOC. Deuxième application, parce que la première application, on vient de la terminer, c'est la gestion d'affaires, le fadala. Maintenant, la deuxième application, le paiement de l'indu, أو ما يسمى بدفع غير مستحق. Ça peut arriver qu'une personne qui a un compte en banque reçoit dans son banque de l'argent qui ne lui appartient pas. C'est pas à lui. Et la personne utilise cet argent qu'il a reçu. On dit, sur le plan juridique, il a reçu un paiement indu. Et sur le plan juridique, il va y avoir un rapport de droit qui va naître. Là aussi, il y a de la fiction légale. La loi, le DOC, suppose qu'un contrat de prêt d'argent a eu lieu entre celui qui a reçu la somme d'argent et la banque qui a viré
ou la personne qui a viré cet argent, pas forcément la banque. Et il faut rembourser ce qu'il a encaissé, soit immédiatement, soit d'une manière fractionnée en fonction de la personne qui avait encaissé, est-ce qu'il était de bonne foi ou de mauvaise foi. Est-ce qu'il était de bonne foi ou de mauvaise foi. Cela suppose, donc à travers cet exemple que je viens de dire, cela suppose, le paiement de l'indu suppose qu'une personne qui reçoit à titre de paiement ce qui ne lui est pas dû. Ce qui ne lui est pas dû. Alors, le droit marocain prévoit au profit de la personne qui est payée, qu'on appelle en termes juridiques le solvant. Le solvant. S-O-L-V-E-N-S. C'est un terme latin. Le solvant. Donc le droit prévoit au profit du solvant une action pour se faire restituer le paiement effectué indûment. Et cette action s'appelle en droit des contrats, en droit civil, l'action en répétition de l'indu. L'action en répétition de l'indu. Et la doctrine classique explique cette action par l'existence d'un engagement de la part de l'accipient. L'accipient, c'est un deuxième lettre latin, c'est celui qui reçoit. Pour le paiement de l'indu, il y a deux parties. Et le solvant, c'est celui qui a versé l'argent dans un compte, par erreur. Et celui qui a reçu, on l'appelle l'accipient. A-2-C-I-P-I-E-N-S à la fin. Alors, l'accipient, en recevant le paiement, ça serait engagé à restituer comme le ferait un dépositaire ou un emprunteur. C'est comme ça que la doctrine classique explique le paiement ou le mécanisme de paiement de l'indu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dans le cas du contrat, il y a beaucoup de fiction légale. On suppose, on présuppose, etc. Et dans ce cas-là, automatiquement, j'ai dit tout à l'heure que celui qui est l'accipient, c'est comme s'il y avait un contrat de prêt entre les deux, il doit rembourser, il doit restituer ce qu'il a reçu. S'il est de bonne foi, donc on peut lui accorder une facilité de paiement, d'après le code. Et si il est de mauvaise foi, il savait que ce n'est pas son argent, et il l'a dépensé, là, paiement et remboursement immédiat. Et ça peut, la procédure va changer, ça peut, la procédure, vous la connaissez, on l'a vu ensemble, il va y avoir une mise en demeure, il peut parfois un jugement accompagné d'une astreinte, saisie des biens, et ça peut aller, s'il refuse de payer, jusqu'à la contrainte par corps, l'emprisonnement pour dette. Voilà ce qu'on peut dire sur cette deuxième application du quasi-contrat dans notre dossier marocain. Et on arrive maintenant à la troisième application du quasi-contrat dans notre dossier, à savoir l'enrichissement sans cause. L'enrichissement sans cause, أو ما يسمى بالإثراء بلا سبب. الإثراء بلا سبب. Alors pour l'enrichissement sans cause, je peux vous dire que le législateur marocain va adopter le même raisonnement que celui qui a été adopté pour la gestion d'affaires et pour le paiement de l'indu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le paiement de l'indu, alors je préfère donner un exemple avant de vous donner la définition. Pour l'enrichissement sans cause, je préfère donner un exemple. Alors là, imaginez un contrat de bail entre un bailleur et un locataire. Et après la conclusion du contrat de bail, le bailleur qui n'était pas là peut-être, il était dans un autre pays ou dans une autre ville, éloigné du bailleur, du locataire, et lorsque le locataire vivait dans cet appartement, il a constaté que
des choses vitales, je dis bien des choses vitales, sans lesquelles on ne peut pas vivre, ne fonctionnent pas dans l'appartement. Prenons le cas d'une salle de bain qui ne fonctionne pas du tout. Alors là, pour vivre dans cet appartement, le locataire a procédé à l'installation d'une nouvelle salle de bain. Mais j'ai oublié de vous dire que le contrat de bail conclu entre le bailleur et le locataire était, parce que le locataire c'était un étudiant, le bail était pour l'année universitaire, de septembre à fin juin. Je pense que vous pouvez deviner ce que je veux dire maintenant, ce que je vais dire. C'est qu'il est tout à fait immoral, une salle de bain qui a coûté au locataire 10 000 dirhams, et il doit rendre les clés avec la salle de bain dedans fin juin. Là, c'est immoral, c'est inconcevable d'accepter cette situation. Sur le plan juridique, on dit que le bailleur a reçu quoi? Un enrichissement sans cause. Son appartement est équipé maintenant d'une très belle salle de bain. Alors sur le plan juridique, malgré que l'installation de la salle de bain a été faite à l'insu du bailleur, il doit rembourser le locataire pour les travaux effectués, moins l'usure, moins une petite somme qu'on va considérer l'utilisation de la salle de bain pour l'année. Une petite somme. Mais il y aura remboursement quand même. Donc, à travers cet exemple, on peut dire que il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne s'enrichit indûment par une prestation de service effectuée à son profit par un tiers, dans mon exemple le locataire, qui s'est appauvri corrélativement. Je peux vous donner un deuxième exemple de l'enrichissement sans cause. Certains Marocains, des fois des jeunes, pour des petites affaires, procèdent à la location de contrats de bail, de terrain, pour pratiquer ce qu'on appelle faire un peu de l'agriculture, filah. Ils louent un terrain, par exemple un hectare. Actuellement, à ma connaissance, la location d'un hectare, c'est 1000 dirhams l'année, pour l'année. Et un jeune a loué 5 hectares, 5000 dirhams, pour semer du blé ou de l'orge, du maïs, peu importe. Sauf que pour semer les graines, il faut fertiliser le terrain. Et pour fertiliser le terrain, il faut utiliser des engrais. Sauf que ces engrais qui sont chers, ils ont une durée de 2 ans, durée de vie de 2 ans dans le terrain. Lui, le jeune, a loué le terrain pour 1 année. La deuxième année sera pour le bailleur, le propriétaire du terrain, un enrichissement sans cause. Là aussi, il doit restituer ne serait-ce que 50% du prix des engrais utilisés pour fertiliser le terrain. Donc, on peut multiplier les exemples. Donc, ici, pour terminer ce point-là, le droit marocain ouvre à l'appauvri une action, une indemnisation contre l'enrichi qui s'était engagé à indemniser l'appauvri. Et voilà, ce sont les 3 applications, ou les 3 illustrations prévues par le DOC marocain, à savoir la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement sans cause. Et je vous ai dit que ces applications sont dominées par une sorte de la fiction, comme je l'ai expliqué, et qui reste quand même
des applications qui existent en droit français, comme en droit marocain, comme dans d'autres droits. Maintenant, on va passer à la quatrième source d'obligation, à savoir, donc on a vu la convention, l'engagement unilatéral, le quasi-contrat, et on arrive maintenant au délit et au quasi-délit. Délit et quasi-délit. Alors, d'abord, on doit distinguer le délit et le quasi-délit sur le plan terminologique. Quand on dit délit, cela veut dire une faute intentionnelle. Khata' muta'ammad. Faute intentionnelle. Quasi-délit, faute non intentionnelle. C'est ce qu'on appelle en droit la faute d'imprudence ou de négligence. Notre DOC précise que les obligations peuvent avoir pour source des délits et quasi-délits, c'est-à-dire le fait des faits illicites, qui causent un dommage à autrui et entraînent pour lui, entraînent pour leur auteur, l'obligation de réparer le dit dommage. Et si on veut voir, si on se réfère au DOC, on trouvera qu'il y a délit lorsque le dommage qui a été causé ou l'a causé sciemment, délibérément, volontairement, et avec l'intention de nuire. Et cette situation-là, on la trouve dans l'article 77 du Code des obligations contrat. L'article 77 nous dit que tout fait quelconque de l'homme, qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage. Oblige son auteur, regardez, le délit a créé l'obligation, oblige son auteur à réparer le dit dommage. Donc, le délit donc est une véritable source d'obligation. Quelqu'un qui cause un dommage à autrui, vous avez cassé le bien d'autrui, automatiquement, on ne cherche pas à comprendre, vous devez le rembourser. Vous avez, je dirais, vous n'avez pas, peut-être, je dirais, vous avez frappé quelqu'un, vous lui avez causé un dommage, vous lui avez cassé ses lunettes, vous devez payer les prix des lunettes cassées. Pourquoi? Parce que c'est un délit et vous l'avez fait d'une manière intentionnelle, c'est-à-dire voulue ou délibérément. Deuxième cas, c'est le quasi-délit. Ce que je veux dire là, à contrario, il y a quasi-délit, par rapport à ce que j'ai dit, il y a quasi-délit lorsque le dommage n'a pas été causé intentionnellement. Ça arrive. Mais résulte simplement d'une maladresse. Tout à l'heure, j'ai parlé de faute de négligence ou d'imprudence. D'une maladresse, de négligence. C'est à cette situation que se réfère l'article 78 du DOC. Parce que l'article 77 nous parle du délit. L'article 78 nous parle du quasi-délit. Shibh al-Jorm. Article 77. Le voilà. 78, pardon. Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Là, tout à l'heure, on a frappé la personne, parce que j'ai un règlement de compte avec elle, je lui ai cassé les lunettes. Un délit, c'est voulu. Maintenant, accidentellement, sans faire attention, j'ai marché sur les lunettes de quelqu'un.
Je me suis assis sur l'une de quelqu'un, ils se sont cassés. C'est un quasi-délit. C'est une faute de négligence ou d'imprudence. Et je dois réparer. Et là, il y en a parmi vous qui vont se poser la question, à quoi sert alors, si on va réparer, je vais payer les lunettes, le 2K, à quoi sert la distinction entre le délit et le quasi-délit dans le DOC marocain, parce que le résultat est le même. On répare dans les deux cas. Alors, l'intérêt de cette distinction trouve sa justification dans l'article 98 du DOC. L'article 98 du DOC. L'article 98 nous dit les dommages dans le cas de délit ou de quasi-délit sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normalement, dans la mesure normale et en conséquence de cet acte. À la ligne, deuxième paragraphe, le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Là, l'intérêt, c'est-à-dire cet article 78, comme je viens de le lire, il permet au juge de tenir dans l'évaluation des dommages et intérêts, ça ouais, accordé à la victime, de l'intention de l'auteur du dit dommage. Et moi, personnellement, je trouve que cette solution retenue par le DOC est discutable. Elle est discutable au regard de la fonction réparatrice de la responsabilité civile. Étant donné que ce que dit l'article, peut-être, va concernera le côté pénal de la chose, mais pas le côté civil, étant donné que la réparation, comme le dit l'article, aura lieu dans les deux cas. Aura lieu dans les deux cas. Bien, donc voilà ce qu'on peut dire sur la classification des obligations, des sources d'obligations proposées par le DOC. Je les rappelle, il s'agit des conventions, c'est-à-dire le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. Maintenant, on va poser une question pour procéder à ce qu'on appelle l'appréciation de cette classification. L'appréciation de cette classification. Autrement dit, ma question sera, que faut-il penser de la classification du DOC? La classification des sources, bien entendu, les sources d'obligation. À notre avis, je peux dire qu'en ajoutant la volonté unilatérale, qu'on a vu en comme deuxième source, donc en ajoutant la volonté unilatérale comme source d'obligation, les rédacteurs du DOC ont réalisé un certain progrès par rapport au Code civil français, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il en est de même de l'élimination, il en est de même de l'élimination de la loi en tant que source de l'obligation. Pourquoi? En effet, la loi n'engendre pas un rapport personnel, concret, entre des personnes déterminées, mais des règles générales, abstraites et impersonnelles. Toutefois, la classification
du DOC, à mon sens, demeure critiquable sur un certain point. D'abord, le point que j'ai évoqué tout à l'heure, au niveau de la distinction entre délit et quasi-délit. À mon sens, la distinction délit et quasi-délit n'a pas une utilité évidente. Sans doute, l'article 98 que je viens de vous lire recommande-t-il au juge de tenir compte de la gravité de la faute dans l'évolution, ou je dirais même dans l'évaluation des dommages et intérêts, mais en dehors de ce texte discutable et dans l'utilisation par le juge, reste à démontrer, étant donné que le DOC soumet les délits et les quasi-délits à la même réglementation. Peut-être ceci s'explique aisément en droit civil pour la réparation du dommage, pour que la réparation du dommage compte, ou la réparation plutôt du dommage compte plus que l'intention de son auteur, contrairement au droit pénal. Contrairement au droit pénal où l'intention joue un rôle important pour la détermination du caractère dangereux d'un acte et des sanctions applicables à son auteur. En outre, toujours dans le cadre des critiques qu'on peut adresser à la réglementation des sources des obligations telles que prévues par le DOC, le droit prévoit de plus en plus des cas de responsabilité objective pour assurer la protection des victimes, la réparation du dommage subi et accorder dans un certain nombre d'hypothèses en dehors de toute idée de faute de la part des responsables. En d'autres termes, l'obligation de réparer n'est plus forcément liée à une faute, c'est-à-dire un délit ou un quasi-délit, mais il suffit qu'il y ait un dommage, certaines personnes sont déclarées responsables, et d'ailleurs on a vu ça quand on a distingué entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens et l'obligation du croire, et je vous ai dit que dans certaines situations, certaines personnes seront condamnées à indemniser pour un dommage d'origine inconnue. C'est ce qu'on appelle le principe de la présomption de la responsabilité à travers l'obligation de croire tel que le prévu par l'article 430 du Code de commerce marocain. C'est le premier article qui a introduit un nouveau concept de l'obligation. Certains juristes l'appellent l'obligation de résultat renforcé, mais le terme juridique convenable utilisé aujourd'hui, c'est l'obligation du croire ou la responsabilité du croire, le msoulia daman. Pour terminer ces critiques, quant à la distinction des contrats et du quasi-contrat, je pense que la notion du quasi-contrat, j'en ai parlé suffisamment tout à l'heure, est purement et simplement fausse et trompeuse. Il laisse croire que l'obligation y trouve sa source dans la volonté. Ce n'est pas par une fiction qu'on assimile la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement sans cause à des contrats, bien sûr. Car dans la mesure où le contrat est défini comme un accord de volonté, ces situations n'ont rien à voir avec des contrats. Parce qu'un juriste est casanier, c'est que c'est un contrat. Mais des personnes qui ne se sont jamais vues, qui n'ont jamais eu de rapport, et tu me dis il y a un contrat, c'est un peu difficile à concevoir. Il est vrai que
certaines situations entraînent la naissance d'un certain nombre d'obligations à la charge des deux parties, comme on a vu dans la gestion d'affaires, ou de l'une d'elles seulement. C'est comme dans l'enrichissement sans cause ou le paiement de l'indu. Mais vouloir rattacher à tout prix ces obligations à une prétendue volonté, je pense que c'est un peu absurde. Sans doute peut-on admettre plus ou moins qu'il y a volonté de la part du gérant d'affaires, le voisin qui a réparé la fuite d'eau. Il a une intention peut-être de créer des rapports juridiques entre lui et le maître de l'ouvrage, mais la volonté de ce dernier, c'est-à-dire le voisin en voyage, est totalement absente. Ces droits et ces obligations donc découlent donc de la loi. Ce raisonnement est valable et à plus forte raison pour le paiement de l'indu et l'enrichissement sans cause, car les obligations de l'enrichi à l'égard de l'appauvri et celles de l'accipient à l'égard du solvant n'ont nullement été voulues. Au niveau, je termine par ce point, au niveau de la naissance, il y a donc une différence entre le contrat et le quasi-contrat. C'est l'absence de volonté dans le second. Il en est de même au niveau des effets. Le régime des obligations qui naissent de la gestion d'affaires ou du paiement de l'indu ou de l'enrichissement sans cause est plus proche, à notre sens, de celui des obligations délictuelles et quasi-délictuelles que celui des obligations contractuelles. Ces critiques, ou ces modestes critiques, on peut adresser à la classification des sources des obligations telle qu'elle est donnée par notre DOC, nous permet de dire que ces critiques expliquent l'option de la doctrine moderne actuelle pour une haute classification. Et il s'agit de la classification des obligations, mais c'est une classification bipartite, à savoir l'acte juridique et le fait juridique. Donc, si ma mémoire est bonne, paragraphe 2, parce que en paragraphe 1, on avait commencé cette conférence par la classification des sources d'obligations dans le DOC, et le paragraphe 2, on a dit la classification proposée par la doctrine nouvelle, la doctrine moderne, qui est l'acte juridique et le fait juridique. Donc, commençons par, pour vous présenter cette classification, commençons par l'acte juridique. التصرف القانوني. التصرف القانوني.